Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à reprendre votre place afin qu'on puisse poursuivre nos travaux. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous reprenons nos travaux. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Valérie Quitre, chercheuse à l'Université de Liège. Elle travaille au service d'analyse des systèmes et des pratiques d'enseignement avec la professeure Dominique Lafontaine. Valérie Quitre, qui est à la base licenciée en sciences biochimiques, travaille dans le champ de la didactique des sciences. C'est logique, évidemment. Et elle a collaboré à plusieurs recherches centrées sur l'enseignement des sciences aux fondamentales. Et par ailleurs, elle est, avec d'autres collègues, chargée de l'analyse statistique des résultats des fameuses enquêtes PISA, que tout le monde connaît maintenant, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est avec cette expertise qu'elle a collaboré à plusieurs recherches relatives aux différences de genre en exploitant les données PISA. Et enfin, elle est responsable de l'enquête internationale, Thalys, ça n'a rien à voir avec le train, 2018. C'est une enquête qui s'intéresse, je le signale parce que ça pourrait peut-être venir dans le débat après, au métier d'enseignant et d'enseignant-enseignante, de directeur et de directrice. Voilà, vous avez la parole. Ok. Je vais peut-être le prendre en main. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais venir avec une présentation sur la réussite, la motivation et l'orientation d'études selon le genre, du secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc moi ici je viens avec une présentation qui se base sur des constats, en effet des constats, donc je vais un peu taper sur un clou déjà bien enfoncé, mais peut-être en y apportant certains détails ou des nuances, ou en tout cas pour que vous puissiez, si vous n'en avez jamais eu l'occasion, voir quelque part les chiffres tels qu'ils sont. Alors, ma présentation suit un plan en deux parties. D'abord, au départ des études comparatives internationales, on va voir les différences de performance et les différences socio-cognitives selon le genre dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. Et ensuite, pour l'enseignement supérieur, dans une deuxième partie, on parlera des choix d'études et de carrière et de la réussite dans l'enseignement supérieur selon le genre. Alors, les enquêtes internationales, il y en existe depuis très longtemps. On connaît PISA, mais il y en a depuis 1964. D'abord initié par l'IEA, qui est l'International Education Assessment, qui a initié les premières enquêtes internationales et qui maintenant est toujours à l'origine de l'étude Pearls et de l'étude TIMSS. Et puis ensuite est venu l'OCDE qui est venu avec l'enquête PISA, et ces trois enquêtes qui existent actuellement, ces trois grandes enquêtes, permettent de suivre l'évolution des performances des garçons et des filles dans trois domaines, la lecture, les mathématiques et les sciences. Alors, l'étude Pearls, elle s'intéresse à la lecture et elle évalue les élèves de 4e année primaire. La communauté française participe à cette enquête-là. L'étude TIMSS, c'est une étude qui évalue les compétences en mathématiques et en sciences à deux niveaux d'enseignement, en 4e primaire et en 2e secondaire, en graduate internationale, à laquelle la communauté française ne participe pas. Elle a participé en 1995 à la première étude, mais depuis lors, elle n'y a plus participé. Tandis que l'étude PISA évalue les élèves à un âge constant, à 15 ans, ce qui a des implications. Ça veut dire qu'on peut avoir des élèves qui sont... il y a des élèves en retard à l'heure, et ils sont tous au même âge, tandis que les études Pearls et TIMSS est à année constante
mais avec des âges différents. Donc ça, c'est important en termes d'explication. Alors, venons-en aux différences dans les différents domaines. Dans le domaine de la lecture, d'abord, on a deux grandes enquêtes de référence, l'enquête PISA de 2000 à 2015 et l'enquête Pearls de 2001 à 2016. Au niveau international, dans toutes les enquêtes, on observe des différences de performance en lecture qui sont assez importantes en faveur des filles. Alors, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voici... tout au long de la présentation, les filles sont représentées en orange-brun, tandis que les garçons sont en bleu. Alors, vous avez en trait continu les résultats de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en trait discontinu la moyenne OCDE. Donc, on voit en effet que les résultats dès 2000 des filles sont nettement supérieurs aux résultats des garçons. Et depuis, il faut que je mette mes lunettes, depuis 2009, on a un écart qui diminue d'abord par une augmentation des performances des garçons et qui se confirme depuis 2009, qui après sont assez stables, tandis que les filles, on a observé en 2015 une nette diminution des performances en lecture des filles. Et là, on attend l'étude suivante 2018 pour voir dans quelle mesure elle se confirme. J'ai oublié de vous dire que dans PISA, chaque fois un domaine est mis à l'honneur. Les 3 domaines sont évalués tous les 3 ans, mais chaque fois un domaine est mis à l'honneur. En 2000, c'était la lecture, 2003, maths, 2006, sciences, et ainsi de suite, 2009, de nouveau lecture, maths, sciences. Donc en fait, après, quand j'entre dans des comparaisons plus fines, je vais toujours sur le domaine majeur. Donc quand je vais parler de la lecture, ici, dans la dia suivante, je vais me concentrer sur les données 2009, qui est la dernière année pour laquelle la lecture était domaine majeur. Alors, on voit des différences en moyenne en faveur des filles, mais ici, on peut descendre un petit peu dans le détail et voir que différents niveaux de compétences qui ont été construits, et on voit que les différences se marquent essentiellement parmi les élèves faibles, où on a plus de garçons qui sont dans les niveaux très faibles lecteurs, donc sous le niveau 1 et le niveau 1, et on a davantage de filles qui sont dans les niveaux supérieurs de lecture. Hop. Alors, si l'on zoome sur les élèves à l'heure, donc PISA évalue à 15 ans, ils sont à l'heure quand ils sont en 4e secondaire, ils sont dans leur 16e année. Si on zoome sur les élèves de 4e secondaire dans l'enseignement de transition, les différences s'amenuisent. Donc, vous voyez que pour la communauté française, la différence entre les filles et garçons en moyenne est de 25 points de score sur l'échelle. Pour les élèves à l'heure en transition, on a une différence qui est de 10 points de score. Et parmi les élèves à l'heure en transition, on a 2% de filles très peu performantes et 3% de garçons. Et parmi les élèves très performants, il y a 54% de filles et il y a 47% de garçons. Donc, on voit que l'ampleur, la forte ampleur des différences mesurées dans l'enquête PISA, elle tient partiellement au fait que les garçons sont davantage en retard dans notre système éducatif. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez, qu'il y a beaucoup plus de redoublement chez les garçons que chez les filles et qu'ils fréquentent moins l'enseignement de transition. En termes d'attitude, dans le domaine de la lecture, on voit que les filles sont beaucoup plus engagées dans la lecture que les garçons, et elles lisent davantage et elles ont des attitudes plus favorables envers la lecture. Ça veut dire que les différences de performance, elles tiennent en partie aux différences d'engagement, en termes de pratique de lecture et en termes d'intérêt.
Et donc si les garçons lisaient autant et le même genre de lecture, s'ils se montraient aussi intéressés que les filles par la lecture, eh bien leur performance se rapprocherait de celle des filles au même âge. Alors, intéressons-nous à ce qui se passe en amont, en 4e année primaire. Et ici, vous avez les résultats de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les filles et les garçons à l'enquête Pearls. Alors, vous voyez que chaque fois, les résultats des filles sont meilleurs. Et maintenant, l'ampleur des différences entre les deux groupes n'est pas stable. Et ici, on peut attribuer, elle pourrait tenir aux modalités d'évaluation. Madame Collet l'a dit tout à l'heure, suivant les modes d'évaluation, on peut avoir des différences filles-garçons qui varient. Et l'enquête Pearls, elle est moins configurée pour mesurer des tendances que l'enquête PISA. On a l'instrument de mesure, il est un peu plus fluctuant dans l'enquête Pearls que dans l'enquête PISA. Et par exemple, il se peut qu'un cycle, il y a davantage de textes continus qu'un autre cycle. Et les textes continus, on le sait, ont tendance à avantager les filles par rapport aux garçons. Si on a par exemple des questions qui sont plus sous forme de QCM, les études montrent que les garçons, dans ce cas-là, s'en sortiront mieux que s'ils avaient des questions ouvertes. Donc toutes ces modalités-là peuvent influencer l'ampleur des différences, mais n'empêche qu'en moyenne, les filles restent plus performantes que les garçons. Et également, si on regarde les niveaux de compétences en 4e année primaire, on voit qu'on a un peu plus de garçons faibles que de filles. Et la différence au niveau des forts en lecture, elle est nettement moindre. Donc les différences existent déjà en 4e année primaire, mais sont moins marquées qu'elles ne le sont dans l'enseignement secondaire. Venons-en aux mathématiques. On a ici 2 études de référence, TIMSS et PISA. Et au niveau international, eh bien, les différences sont légèrement en faveur des garçons. Et si on remonte dans les études plus anciennes, qui datent de 1964 et 1981, ben à ce moment-là, les écarts en faveur des garçons étaient nettement plus importants. Donc on a, au fil du temps, on a eu un rattrapage des filles en mathématiques. Alors, pour la communauté française, vous voyez que jusqu'en 2006, la courbe des garçons et des filles était tout à fait superposée. Et puis, à partir de 2009, on a un écart qui apparaît, qui n'est pas énorme, qui est relativement tenu, mais qui apparaît et qui se confirme jusque 2015, mais qui est assez proche de ce qui se passe au niveau international. Et en termes de niveau, de nouveau, bien, on a très peu de différence parmi les élèves faibles en mathématiques, mais la différence, elle se marque parmi les élèves forts en mathématiques, dans les niveaux, à partir du niveau 4, 5 et 6, où on a davantage de garçons parmi les élèves forts. Et ici, bien, de nouveau, si on zoome sur les élèves à l'heure et dans l'enseignement de transition, eh bien ici, les différences s'amplifient, et surtout parmi les élèves forts. Et donc, on voit qu'en moyenne, on a une différence filles-garçons de 10 points de score, et parmi les élèves à l'heure, dans l'enseignement de transition, on monte à 27 points de score. Parmi les élèves faibles en transition, dans les élèves à l'heure, il y a un très faible pourcentage, 1 à 1,5% d'élèves peu performants, filles et garçons. Mais parmi les élèves, dans les élèves très performants, eh bien, on retrouve 20% de filles et on trouve 37% de garçons. Donc là, la différence se marque. Donc, à parcours scolaire comparable, eh bien, les garçons ont des résultats supérieurs à ceux des filles en mathématiques.
Et l'absence de différences qu'on a observées en 2003, en 2006, et les petites différences observées par la suite, elles tiennent de nouveau au fait que les garçons sont davantage en retard et dans l'enseignement qualifiant, et plus dans l'enseignement qualifiant. Et en termes d'attitude, eh bien, sur toutes les variables de motivation, les filles affichent des indices plus négatifs. Donc elles ont moins d'intérêt pour les maths, elles sont plus anxieuses par rapport aux maths, par rapport aux tests, elles se perçoivent comme moins capables, alors que finalement, leur niveau n'est pas si différent, mais cette anxiété impacte aussi leurs résultats. Et au niveau international, et pour ça on n'a pas de données en communauté française, dans l'enseignement primaire, cette différence d'attitude, elle ne se marque pas ou très peu. Les filles ont également un plaisir vis-à-vis des mathématiques qui se détériore dans le secondaire. Et pour les sciences, même genre de constat, les différences de performance, elles sont en général légèrement en faveur des garçons. Et on a aussi un même rattrapage historique qu'on observe en mathématiques. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, vous voyez qu'en moyenne, les garçons sont légèrement plus performants que les filles, mais ce n'est quand même pas, ce n'est pas très très important. Alors qu'au niveau international, les deux, la courbe des garçons et la courbe des filles sont tout à fait superposées. Et en termes de niveau, eh bien, ça se marque essentiellement parmi les niveaux forts de nouveau et un tout petit peu au niveau des faibles. Mais là aussi, on doit aller voir dans les parcours, et la spécificité des sciences, c'est que déjà dans le deuxième degré, on a un choix entre sciences faibles et sciences fortes, en termes de nombre d'heures de sciences qu'on peut choisir. Et aussi, une autre dimension qui est importante dans les sciences, c'est qu'il y a différentes disciplines scientifiques et il faut en tenir compte. Donc ici, si on tient compte des options, on remarque donc la première ligne, déjà sur la gauche, on peut voir en termes de pourcentage que finalement, en termes de choix, il n'y a pas de différence parmi l'ensemble des élèves de la communauté française entre filles et garçons pour le choix, pour le nombre d'heures de sciences qu'ils ont à 15 ans. Donc en termes de pourcentage, c'est assez similaire. Par contre, en termes de résultats, on voit que la différence se marque parmi les élèves qui ont beaucoup d'heures de sciences. Donc à partir du moment où ils ont 5 heures de sciences, on voit qu'on a 23 points de score d'écart entre les garçons et les filles. Mais maintenant, si on zoome sur les élèves de transition au deuxième degré, eh bien là, on voit que la différence se marque également pour les élèves, quel que soit leur choix, en termes de nombre d'heures de sciences, la différence entre les filles et les garçons se marque. Alors, je vous ai dit qu'on doit aussi s'intéresser au domaine, et ici, intéressons-nous directement à cette partie de droite du graphique. Là, on présente les différences de score, donc le bâtonnet présente les différences de score entre les filles et les garçons. Lorsqu'ils sont foncés, c'est parce que la différence est significative. Et donc on voit que la différence, elle se marque particulièrement dans le domaine de la physique. Je ne vous apprends strictement rien. Et particulièrement parmi les élèves forts. Donc le petit triangle présente les 5% d'élèves les plus forts. Et là, parmi les 5% d'élèves les plus forts, il y a une énorme différence entre garçons et filles. Alors que généralement, pour toutes les composantes, parmi les élèves faibles, la différence n'est pas significative. Eh bien, pour le domaine de la physique, même parmi les élèves très faibles, filles et garçons, la différence se marque à l'avantage des garçons. Et
par rapport aux attitudes, eh bien, que ce soit le plaisir par rapport aux sciences, l'intérêt pour les grands sujets scientifiques, la participation à des activités extrascolaires ou l'efficacité perçue par rapport aux sciences, tous les indices sont en faveur des garçons. Et si on allait dans le détail par rapport à l'intérêt des grands sujets scientifiques, eh bien, je ne vous apprendrai rien quand on voit que la seule dimension où les filles ont un intérêt aussi grand, voire un petit peu supérieur aux garçons, c'est toutes les questions qui touchent à la biologie. Et maintenant, en termes de perspective de carrière scientifique, eh bien, quand on demande aux élèves de 15 ans quel métier ils envisagent de faire lorsqu'ils auront 30 ans, eh bien là, malgré les différences qu'on observe entre garçons et filles, eh bien, leur choix de carrière à cet âge-là ne paraît pas entamé. Et on a un pourcentage équivalent de filles et de garçons, 30%, qui envisagent à cet âge-là de pouvoir se tourner vers une carrière scientifique. Alors évidemment, je n'ai pas le temps ici d'aller dans le détail, mais de nouveau, si on creusait, on verrait de grandes différences qui se dessinent en termes de quelle carrière scientifique, mais on va le voir dans la partie 2 qui va toucher à l'enseignement supérieur. Voilà, donc venons-en à l'enseignement supérieur. Je vais m'intéresser d'abord à comment on choisit sa voie et ensuite au taux de réussite dans l'enseignement supérieur. Je ne vais pas passer en revue tout le modèle d'ECLES qui est assez complexe, mais centré sur quelques points. Donc à droite, vous avez le fait, et ce n'est pas juste lié aux études, mais quand on a des choix de vie, des choix à faire par rapport à une activité, de s'y engager et de persister dans cette activité, le choix va dépendre des perspectives de réussite que l'on a, qui elles-mêmes dépendent des perceptions qu'on a de ses capacités et des perceptions que l'on a de la difficulté de la tâche. Elles vont dépendre du coût psychologique que ça, et financier que ça induit, mais aussi de la valeur subjective que l'on accorde à la tâche. Et ça, eh bien, il y a des grandes différences entre filles et garçons, notamment le premier bâtonnet. Vous voyez ici qu'on a représenté les filles en rose et les garçons en bleu. On ne l'aurait pas fait comme ça, hein, mais bon. Où on a une grande différence de self-concept entre les garçons et les filles. On a aussi une différence en termes de self-concept au niveau intellectuel. Donc les garçons se perçoivent plus intelligents que les filles ne se perçoivent. On a une grande différence entre garçons et filles en termes de valeur accordée au fait de travailler avec les gens, où les filles accordent beaucoup plus de valeur au fait de travailler avec les gens, et aussi d'être tournées vers les gens, c'est la même idée qui est derrière. Et en fait, les recherches montrent qu'il y a vraiment un lien fort entre la valeur accordée à un domaine spécifique et le choix d'études qui est fait par la suite. Donc, le fait d'accorder de la valeur à un travail qui permet d'aider les autres détourne des études de sciences et techniques. Et si on aime les sciences, à ce moment-là, on est poussé à choisir plutôt la biologie ou les sciences de la santé que des sciences et techniques autres. Et ça, c'est un schéma qui est plus souvent présent chez les filles. Donc, les interventions qui visent à accroître la participation des filles et la participation de tous aux sciences et techniques devraient faire comprendre à tous, mais aux femmes aussi en particulier, que les métiers en sciences et techniques, elles peuvent permettre aussi d'aider les autres, et que les métiers en sciences et techniques, ça demande du travail en équipe. Ça, c'est une dimension sur laquelle qui n'est pas suffisamment connue, que travailler dans le domaine des sciences implique du travail en équipe
et n'est pas un travail solitaire qui n'est pas en lien quelque part avec les gens et avec la société. Et aussi accroître la confiance dans les capacités à réussir de telles études. Parce que finalement, on va le voir, la réussite à l'université, aujourd'hui, c'est davantage les filles que les garçons. Alors, la place du genre dans la réussite dans le supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'abord, on a une grande féminisation de l'enseignement supérieur, qui est notamment le résultat du redoublement massif et de la relégation des garçons qui sont plus dans l'enseignement qualifiant, qui donc ont une barrière d'accès aux études supérieures et à l'université. Et depuis, donc ici la courbe supérieure présente le nombre absolu d'étudiants à l'université et dans les études supérieures depuis 1993 jusqu'à 2008. Et on voit qu'en 93-94, on avait autant de filles que de garçons inscrits dans les études supérieures de type plein exercice. Et depuis cette année-là, vous voyez que le taux de garçons est stable, tandis qu'on a une augmentation constante du nombre de filles qui s'engagent dans des études supérieures. Alors, donc en nombre absolu aussi, la proportion de filles diplômées dépasse celle des garçons et a un meilleur taux de certification des filles aussi. Donc pas seulement en chiffre absolu, en termes de taux, on a un meilleur taux de certification des filles dans toutes les sections, sauf en droit et en agronomie, y inclut les sciences et les sciences appliquées. Alors, quelle relation y a-t-il entre la réussite en première année d'université et le sexe? Eh bien, une étude a été faite à l'Université de Liège, l'ULB et l'UCL, et l'objectif était donc d'évaluer la relation entre la réussite en première année d'université et le sexe en tenant compte du niveau d'éducation des parents et du parcours scolaire de l'élève. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En taux de réussite en première année d'université, on a 32,4% parmi les garçons, 43,1% parmi les filles. Quel que soit le secteur d'études, les filles réussissent mieux leur première année d'université, sauf en sciences de la santé et en ingénieur, où là, la différence n'est pas significative. Donc, et à parcours antérieur équivalent, les filles réussissent significativement mieux que les garçons. Alors, les principales variables qui vont expliquer la réussite, c'est d'abord le parcours, le fait d'être en enseignement de transition et d'être à l'heure. C'est les options suivies. L'option maths forte est un prédicteur fort de la réussite en première année d'université, et le diplôme des parents. Alors, intéressons-nous au diplôme des parents. Est-ce qu'il agit de la même façon par rapport aux garçons et par rapport aux filles? Et ça, c'est relativement intéressant. On voit que le diplôme des parents, il se révèle plus déterminant pour les filles. Et l'écart de réussite, selon le sexe, il est d'autant plus marqué que les parents ont un diplôme élevé. Donc en fait, les garçons dont les parents sont diplômés universitaires ou études supérieures, qui en principe sont fortement dotés d'un capital culturel, eh bien eux, ils sous-performent de façon assez importante par rapport aux filles qui ont un niveau socioculturel équivalent. Donc la question est quels sont les atouts dont disposent les filles dont les parents sont diplômés pour avoir un meilleur taux de réussite en première année universitaire. Eh bien, une autre étude nous apporte des indications, des informations par rapport à ça. Donc, c'est un questionnaire qui avait été passé auprès d'un échantillon de 2000 élèves en fin d'année de secondaire,
Et on voit que les filles estiment plus important de faire des études supérieures que les garçons. Les garçons, ils s'estiment davantage capables et sont plus confiants en eux. Et ils s'estiment moins capables de trouver un équilibre loisir-études. Sur ce point-là, ils sont pas mal, ils s'auto-évaluent pas mal, nous dirons. Et on voit aussi que les pratiques culturelles des filles, elles évoluent en fonction de l'origine socioculturelle. Donc, plus la fille est issue d'un milieu socioculturel élevé, plus ses pratiques culturelles sont modifiées et sont élevées, tandis que chez les garçons, quel que soit le niveau socioculturel dont il est issu, les pratiques socioculturelles des garçons sont assez homogènes et varient peu, même en termes de quantité de pratiques culturelles. Donc, quelques pistes d'action ici pour dire des clés de la réussite en première année universitaire, qui sont des clés que les filles visiblement maîtrisent mieux, mais qu'il faudrait aussi penser d'aider les garçons à réussir aussi à l'université. Donc c'est d'estimer ses capacités de façon réaliste et d'y proportionner son investissement dans l'étude, chose que les filles font visiblement un peu mieux actuellement. Avoir conscience de l'importance ou de l'intérêt des études supérieures. Et puis alors il y a le rôle du stress et de la pression. Je ne suis pas en train de prôner le stress et la pression, mais là où on voit qu'à partir du moment où il y a stress et pression, ce qui est le cas par exemple en ingénieur ou en médecine avec des examens d'entrée, où les garçons à ce moment-là se mobilisent davantage. À partir du moment où il y a pression et stress, eh bien là, il y a les filles qui ont un peu plus de mal et les garçons qui donnent et qui s'engagent parce qu'il y a quelque part cette clé d'entrée. Et puis, en guise de conclusion, je veux dire, donc, marquer l'importance et l'intérêt de croiser l'effet de genre avec d'autres variables et de voir donc que l'effet du diplôme des parents n'est pas le même pour les garçons ou pour les filles et qu'ils se traduisent différemment selon le milieu. Donc, l'approche du genre, elle est relativement éclairante, mais à condition de ne pas s'y limiter. Parce que les études qui vont se focaliser uniquement sur le genre, elles ont paradoxalement comme effet un effet relativement enfermant où elles vont quelque part un peu conforter les stéréotypes qu'elles voudraient finalement dénoncer. Donc voilà, les études sont très intéressante, mais ne pas s'y limiter, et penser aussi qu'il y a de la diversité intra-genre qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci Valérie Quitre de nous avoir rappelé, il fallait le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, que le constat des différences filles-garçons au niveau des performances n'a quasi pas changé depuis plusieurs décennies et qu'on n'a pas non plus terriblement avancé dans l'analyse des causes. On en reste quand même encore fort à des facteurs de type psychologique, d'attitude, de comportement, etc. D'où la question hyper importante puisque ça change si peu rapidement, et comme disait la ministre ce matin, il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité, quelle stratégie mettre en œuvre par rapport à ces constats? Et je pense que là, je vais vous remercier et demander à nos intervenants suivants de me rejoindre ici à la table.